Nicolas Sarkozy. Un nom qui, dans l'histoire politique française récente, évoque immédiatement l'ambition, le pouvoir, mais aussi la controverse. De l'Élysée aux tribunaux, on va décrypter ensemble une saga qui a vraiment redéfini la présidence et marqué le pays au fer rouge. Tout est possible si nous avons le courage de changer. Voilà, c'est avec ces mots, prononcés le soir de sa grande victoire en 2007, que tout a commencé. C'était la promesse Sarkozy, une promesse immense qui allait déboucher sur des conséquences tout aussi spectaculaires. Alors, commençons par le début, son ascension. Comment cet homme, que beaucoup voyaient comme un outsider, a-t-il bien pu se frayer un chemin jusqu'au sommet de l'État français ? Pour comprendre le personnage, il faut d'abord regarder ses origines. Fils d'un immigré hongrois, il a grandi avec cette rage de vaincre, cette détermination de ceux qui sentent qu'ils doivent prouver leur place. En s'engageant très jeune à droite, il n'a fait que mettre un moteur politique sur cette ambition qui le dévorait déjà. Et le parcours est vertigineux. Regardez cette chronologie. En à peine 30 ans, il gravit absolument tous les échelons du pouvoir. Chaque poste devient un tremplin pour le suivant. De la mairie de Neuilly à la présidence, sa progression semble inarrêtable, portée par une énergie et un sens de la stratégie assez redoutables. Ah, ce surnom de ses débuts, il capture parfaitement sa dualité. Le petit maire aux grandes dents. La formule dit tout en fait. Le charme, la proximité, mais aussi cette agressivité politique, cette fin de pouvoir qui était déjà bien visible. Sa promesse aux Français, elle tenait en 3 piliers, 3 mots martelés, le travail, l'autorité et le mérite. Après des années que beaucoup percevaient comme immobiles, eh bien ce message, fondé sur l'effort individuel, a trouvé un écho immense dans le pays. Le voilà à l'Élysée, et là, il impose un style qui va tout changer. Son mandat sera défini par une énergie frénétique, une personnalisation extrême du pouvoir, mais aussi par une crise mondiale qui va mettre son leadership à très, très rude épreuve. L'hyper-président. Voilà le mot qui est lâché par la presse et qui va lui coller à la peau. Contrairement à ses prédécesseurs, il est sur tous les fronts. Il veut décider de tout, il court-circuite ses propres ministres. C'est un style qui marque une rupture immédiate et totale. Forcément, un style pareil, ça divise le pays en deux. Pour ses partisans, c'est du dynamisme, c'est un leader moderne et efficace, un faiseur dans un monde de 10 heures. Mais pour ses détracteurs, c'est tout l'inverse. C'est l'exercice solitaire, impulsif du pouvoir qui crée plus de chaos que de résultats. Et puis, à peine un an après son élection, arrive ce chiffre, cette date qui va tout changer. 2008. C'est l'année de la crise financière mondiale. Et pour l'hyper-président, l'optimisme des débuts s'efface brutalement. Place à une gestion de crise permanente. Mais attention, pendant que l'économie mondiale vacille, un autre récit émerge et prend de plus en plus de place, celui de sa vie personnelle. Son style de vie, très exposé, se mélange avec la culture des célébrités et va forger une image publique qui, au final, lui coûtera très cher. Ce qui choque une partie de l'opinion, c'est ce décalage. Le divorce en plein mandat, le mariage avec une superstar, les vacances sur le yacht d'un ami milliardaire. Tous ces éléments, ultra médiatisés, vont lui coller cette étiquette de président bling-bling. Il paraît alors totalement déconnecté des Français qui, eux, subissent la crise de plein fouet. Face aux critiques, notamment lors de la grosse contestation sur sa réforme des retraites, il a cette phrase qui résume sa vision du pouvoir. En clair, il se voit comme un décideur, pas comme un séducteur. Pour lui, l'action, même si elle est impopulaire, primera toujours sur la recherche du consensus. Après sa défaite en 2012, un nouveau chapitre s'ouvre, et c'est peut-être le plus sombre. Celui de son retour raté en politique. Oui, mais surtout, celui des batailles judiciaires qui vont finir par redéfinir tout son héritage. C'est la question que tout le monde se pose. Comment est-ce possible ? Comment celui qui a exercé le pouvoir suprême a-t-il pu se retrouver au centre d'un tel enchevêtrement d'affaires judiciaires ? Pour y voir clair, son parcours judiciaire est vraiment marqué par 3 affaires majeures. D'abord, il y a l'affaire dite des écoutes, où il est accusé de corruption. Ensuite, l'affaire Big Malion sur les comptes de sa campagne de 2012. Et enfin, la plus explosive, les soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007. Et le verdict, dans l'affaire des écoutes, il tombe comme un coup près. Pour la toute première fois, un ancien président est reconnu coupable de corruption et de trafic d'influence. C'est un séisme. La sentence suit immédiatement 3 ans de prison, dont 1 an ferme. Alors même si la peine est aménageable, le choc est immense. La gravité de la condamnation est tout simplement sans précédent pour un ancien chef de l'État. Il faut bien mesurer le poids symbolique de cette décision. Elle ancre l'idée que personne, mais vraiment personne, pas même un ancien président, n'est au-dessus des lois.
C'est un moment absolument majeur dans l'histoire judiciaire et politique française. Alors, que reste-t-il de Nicolas Sarkozy aujourd'hui? La question divise encore et toujours le pays. Comment est-ce qu'on peut concilier l'image du réformateur audacieux avec celle du premier ex-président condamné à de la prison ferme? Cette citation, tirée de ses propres mémoires, donne une clé de lecture. C'est comme ça qu'il voit sa carrière. Une lutte constante, un marathon où la persévérance compte bien plus que l'absence de faute. Au final, son héritage, c'est vraiment cette image fracturée. D'un côté, on a le réformateur, celui qui a secoué la France et qui a tenu la barre dans la tempête de 2008. Et de l'autre côté, le symbole d'un système où les lignes entre pouvoir, argent et éthique sont devenues peut-être un peu trop floues. La question, au fond, reste ouverte. Faut-il voir en lui un réformateur génial mais rattrapé par une ambition démesurée? Ou est-il le pur produit d'un système politique qui finit par dévorer ses propres héros? Son parcours, de l'ascension spectaculaire à la chute judiciaire, continue de nous interroger sur la nature et les limites du pouvoir. Une histoire dont le jugement final appartient sans doute à l'histoire elle-même.